Les fortes précipitations qui s'abattent ces derniers temps dans notre pays ont eu raison sur ces ponts de fortune érigés sur ce tronçon routier, rendant ainsi infernale la traversée non seulement des automobilistes mais aussi des piétons. C'est la route qui fait le développement. Donc sans route, la population est totalement en épargne. Donc on a beaucoup de difficultés. Il faut maintenant faire le transbordement et tout. Donc c'est pénible. Vous le constatez, quand nous sommes peut-être chargés, nous sommes obligés peut-être d'emprunter peut-être les pieds parce que si on n'est pas les pieds au sol, vraiment on ne peut pas s'en sortir. Et quand peut-être vous avez vu le pont, comment c'est cassé, quand nous arrivons là, nous sommes obligés de décharger. Mais là, nous sommes, comme M. Chalet, je suis obligé de passer, de faire des efforts de passer parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Donc même si ce sont les gens comme nous transportons, ils sont obligés de descendre et de passer normalement. Au-delà des pluies diluviennes qui font le malheur des populations de Macondo, le poids lourd des camions gros porteurs, des entreprises d'exploitation forestière qui font le trafic sur cet axe routier serait également à l'origine de l'affaissement de ces ponts. Et pour cela, vraiment, nos autorités, ça ne peut dire qu'ils ne font rien pour nous aider. Ouais, là, maintenant, on peut les interpeller pour nous venir en aide. Parce que là, vraiment, nous souffrons. Et ils ont en voiture, puis ils peuvent continuer. Ils ne gèrent pas. Mais nous souffrons. Nous leur demandons seulement que nous souffrons vraiment qu'ils essaient de vite intervenir parce que l'économie du village est en cause. Pour l'heure, se rendre à Macondo, il faut passer par le village aux côtes, à Idea, ou emprunter une moto et subir ce parcours du combattant, car les véhicules n'ont plus accès. Et puisque nous parlons du mauvais état des routes du territoire national, cette fois-ci, on s'intéresse au tronçon reliant la ville d'Ebolova à celle de Krébin, non loin de la ville lumière Edea, située dans le département de la Sanaga-Maritime. Cette fois-ci, les autorités administratives du Cameroun et la société en charge de la reconstruction de ces routes sont montés au créneau pour expliquer le retard tardif du début des travaux de ce tronçon. Les explications dans ce reportage. Caméra à main et autres comme Césaire Massoc fréquenter cette route-là. Le côté de Akom2 Krimi, c'est vraiment lamentable au point d'emprunter des détours incroyables pour pouvoir relier les deux grandes cités. L'on se souvient il y a peu de temps, l'entreprise chargée des travaux de maintien de la circulation s'adressait aux populations. Des échanges, il était clair que cette étape importante devait précéder le lancement des travaux proprement dit. À ce jour, malgré que des manifestations physiques soient visibles tout le long du corridor, tout est à l'arrêt et les populations riveraines ne peuvent cacher leur mécontentement. On est parti des boulevards avec des confusions de plaques à partir des boulevards. Sur Ebolova-ci, des plaques qui n'étaient pas les vôtres, celles de ICM, et puis des confusions sur tout le corridor. Entre-temps, ICM a été victime de beaucoup de sabotage sur le terrain. Les médias ont diffusé, c'était un reportage qui était tout le contraire de ce que vous avez dit ce matin. Pourquoi vous avez pris autant de temps? Vous n'étiez pas confiné à l'Italie comme les autres de temps pour réagir et pour rassurer les populations. Cette autre sortie des responsables de l'entreprise italienne chargée de l'exécution des travaux vient redonner de l'espoir. Face à la presse locale, Dr Vanni Pivetti, responsable mandataire, explique que le ralentissement des travaux est lié tout d'abord à la conjoncture actuelle due à la Covid-19. Et quand on a le devis, on ne peut plus signer les accords. Ça dépend de nous. Quand on ne peut pas déplacer les mots, quand on est obligé à faire les rendez-vous par téléconférence, quand c'est vraiment compliqué. Et aussi à des contingences administratives. Nous sommes en train d'attendre que tout le processus administratif arrive à sa définition. En bref, ce que nous attendons, c'est la signature de la convention de financement pour effectivement commencer les travaux. Pourquoi il faut expliquer même à la population qu'une chose c'est faire le maintien de la circulation, une chose c'est faire en route. Si on doit faire une bonne route, on ne peut pas mettre une semaine, il faut mettre des années et des années. Mais ce qui nous était demandé, c'est de faire une route qui corresponde à l'exigence
le port autonome de Kribi. Et c'est ça que nous avons proposé et c'est ça que on aura à faire. Notons qu'entre-temps, beaucoup doit couler sur le pont, de quoi provoquer le découragement des populations riveraines suite à des actes de sabotage et des rumeurs qui ont suscité la confusion dans les esprits. Oui, le Covid est là, oui, des blocages, les opérateurs financiers sont coincés de l'autre côté d'outre-Atlantique. Mais est-ce qu'au niveau des rapports avec l'État du Cameroun, qu'est-ce que vous en êtes où? Est-ce que vous avez toutes les facilités, tous les accords nécessaires pour que vous, en tant que cette personne qui vient nous faire la route, parce que c'est la route qui est là, vous n'ayez pas les mains liées? En annonçant le démarrage effectif de travaux pour le mois de janvier 2021, les responsables de l'entreprise, face à la presse, ont fait montre d'une grande détermination à mener à bien ce projet. Je sais que c'est nous sommes italiens en Italie, même l'administration c'est compliqué, mais disons qu'ici on a trouvé un peu plus de difficultés de ce qu'on attendait. Et les travaux de construction de ce tronçon reliant la ville de Kribi à celle d'Ebolova sont prévus dans quelques semaines. Et justement, on a coutume de dire, là où la route passe, le développement suit. C'est un proverbe qui se confirme puisque nous allons directement dans la ville de Yaoundé, chef-lieu de la région du centre, dans le 7e arrondissement de Yaoundé, le quartier Colbison. Et nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Sombade vous parlent d'une découverte. Reportage. Colbison, l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Yaoundé, situé dans le 7e arrondissement, a connu une explosion démographique en quelque temps. Jadis considéré comme une banlieue de la capitale politique, Colbison excelle par son caractère urbain et réussit aussi à quelques endroits à conserver son aspect rural. Bon là, c'est pour les conservateurs les plus tenaces. Depuis le décès de son chef de 3e degré, Colbison Centre a passé plus d'une décennie sans guide, sans garant de la tradition ancestrale, le peuple Tchumbala et Mvogefa, et bien d'autres qui ont, avec beaucoup de doigté, choisi leur désormais guide. Sa Majesté fidèle Souga Amougou, qui est un fils du village, connaît assez bien son territoire. C'est le chef-lieu de l'arrondissement de Yaoundé 7. Il a comme pour riverain la chefferie de Mnkwameos et Bodmefou, Mbogdoum, Nkomassi, Nkorozok et Nkolafema. Aussi, il a une limite avec l'arrondissement d'Okola. Colbison est en quelque sorte limité par une chaîne de montagnes. Une population estimée à plus de 10 000 âmes où vivent en parfaite harmonie tous les grands groupes ethniques du pays qui sont assez bien représentés dans le collège de la notabilité traditionnelle. Je me suis installé dans cet arrondissement Yaoundé particulièrement dans le village de Colbison Centre, ça fait bientôt 10 ans. Au quotidien, c'est la parfaite harmonie et puis je vis en convivialité avec tout le monde puisque le village est cosmopolite. Nous n'avons pas de difficultés. Nous nous sommes constitués même en comité de développement. J'ai trouvé dans cette chefferie un vivre ensemble qui rassemble tous ceux qui viennent d'ailleurs. Donc nous vivons tous les jours au quotidien avec cette famille cheval. Nous n'avons pas de dissémination. Tout le monde se sent bien ici. De manière à ce que même les petits lopins de terre nous ont été offerts pour certains. Les jeunes, comme partout ailleurs, sont sans emploi. Les infrastructures inexistantes capables de les accueillir. Elles se sont donc lancées pour la plupart, les plus conscients d'ailleurs, lancées dans les petits commerces. L'agriculture, la pisciculture, l'élevage. Seule la carrière créée à la lisière du quartier a réussi à désengorger quelques jeunes en quête d'emploi. Petites ouvertures comme ça font qu'on commence à prendre certains jeunes et à limiter un tout petit peu le chômage. Avec la disparition des possibilités d'agriculture et tout, il y a quand même d'autres activités qui se développent, telles que l'élevage, telles que l'artisanat à travers des menuiseries et autres. Les pionniers
néfastes, le banditisme, la consommation des drogues, des stupéfiants, la prostitution ne sont pas du reste au quotidien des habitants de Kolbison. Aujourd'hui, avec le développement de la ville et l'accroissement de la population, nous commençons à connaître des problèmes que tous les peuples de la ville, des villes connaissent. Sur un autre plan, l'insuffisance des infrastructures routières, eau, électricité. Et le patriarche, le grand notable Aloïse Atangana, n'a que des regrets. Actuellement, quand je veux dire à un enfant de maintenant que non, ce n'est pas comme ça, tu te comportes mal, il dit que non, c'est votre problème là-bas. Ça, ce n'est plus nous. Nous, on ne sait pas ça. Kolbison est, au-delà de tout, une lumière, un centre des affaires dans le 7e arrondissement. Les grandes écoles, les universités, les centres de recherche agronomique IRAD, son très célèbre lycée technique bilingue. La vie est assez vivace et présente dans cette belle cité. En attendant la construction de l'axe qui reliera la capitale politique à l'autoroute Douala-Yaoundé, située à moins d'une vingtaine de kilomètres de là. Kolbison vit et vivra toujours. Et nous restons dans la ville de Yaoundé pour parler de ces jeunes qui ont décidé de s'engager dans la lutte contre le coronavirus, initiative qui permet à ces derniers de s'identifier dans une organisation nommée Impact Jeunes. Ceux-ci, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, ont distribué près de 1000 masques aux populations et essayé de véhiculer des messages de sensibilisation pour éviter la propagation de la pandémie sur le sol camerounais, principalement dans la ville de Yaoundé. Je propose le reportage de Ngomo et Bertrand Oula. Pour les masques que je venais de recevoir, ça me fait du bien parce que j'ai mes petits enfants qui vont aller à l'école. Mais le corona qui nous dérange, je sais que ça va les servir. Madame Victorine Bida, grand-mère de plusieurs petits-fils, est ravie des masques en tissu lavable qu'elle vient de recevoir gratuitement. Juste après elle, c'est une autre commerçante qui se réjouit, sourire au visage et masque à la main. Ce samedi 29 août, le cœur du marché de Vokada, fourni de commerçants. L'école reprend bientôt. L'endroit est stratégique pour distribuer des masques aux parents d'élèves. Nous avons choisi ce marché parce que nous avions vu que les frères camerounais ne respectent pas les instructions, en particulier du marché. En 2 heures, les bénévoles du projet Impact Jeunes ont distribué sans relâche près de 1000 masques en tissu lavable. Nous avons constaté que le besoin est vraiment énorme. Les gens étaient contents, les gens sautaient de joie de voir que des personnes sortent pour les distribuer des masques. L'homme qui a monté cette opération solidaire est un humaniste. Le révérend pasteur Alphonse Isomba aide comme il peut tous ceux qui sortent dans le besoin. Après avoir monté le projet Impact Jeunes, il a voulu contribuer à sa manière à la lutte contre le coronavirus. Impact Jeunes est une action qui cherche justement à aller toucher le prochain là où il se trouve et de lui apporter la lumière de l'évangile. Le but du pasteur Alphonse Isomba, c'est bien cela, être une petite goutte au milieu d'un océan d'entraide. Et comme si donner des masques ne suffisait pas, la main sur le cœur, il souhaite accompagner les familles dans cette période difficile. Nous voulons aller auprès des familles et de leur porter ce message que voilà, la rentrée scolaire arrive, vous avez les enfants qui vont aller à l'école. Donc les masques que nous vous donnons, c'est pour vous soutenir un tout petit peu dans votre charge et permettre à ce que vos enfants puissent pouvoir se protéger pendant la rentrée scolaire. L'aventure ne s'arrête pas là. La vingtaine de bénévoles continue la distribution pour un public enfant. De nouvelles distributions dans les quartiers populaires seront alors proposées. Des masques pour tous pour une bonne rentrée scolaire. Un bel élan de solidarité qui incite à être bons les uns envers les autres. Des masques pour tous les citoyens de la capitale politique Yaoundé. Voilà la mission de ces jeunes, très belle initiative. Des initiatives aussi autour des chefferies traditionnelles
au cœur même du processus de décentralisation au Cameroun, alors que ces chefferies traditionnelles sont engagées aussi dans les prochaines élections régionales. Les observateurs politiques s'interrogent sur le rôle que jouent ces chefferies traditionnelles dans le processus de décentralisation. Et nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Sombadeu sont descendus sur le terrain pour essayer de trouver des réponses. Justement, dans ce reportage, on vous propose des tentatives de réponse. Vu ces derniers temps de l'avalanche des désignations et d'installations des chefs traditionnels, tout porte à croire que ces derniers ont un rôle primordial à jouer dans le processus engagé de la décentralisation. Et pour le cas, qui mieux que ces derniers de nous définir le rôle d'un chef traditionnel? Le chef est le gardien de la tradition. Le chef aussi, au sein de sa communauté, est un moteur de développement. Il doit inciter ses populations au développement. La coordination des activités socio-culturelles et traditionnelles dans sa localité, tout en assistant le sous-préfet dans l'implémentation des activités que mène l'État dans la dite localité. Garant de la tradition ancestrale, a-t-on dit, représentant des populations, il nous souvient que la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées leur accorde une place de choix. Le chef est impliqué dans ces régionaux puisqu'ils sont partie prenante. Le chef choisit, le chef est représenté, donc le chef est parmi les éléments de la composante de la région. Justement, une promotion de participation des populations pour la confection du budget et le choix de projets prioritaires à travers les représentants des quartiers qu'ils sont. Les chefs traditionnels ont là un rôle, sinon le rôle clé, l'implémentation à la base des effets juteux, la décentralisation, l'encadrement de leur population. Il faut d'abord pousser tous les jeunes de la communauté, dès le bas âge, à aller à l'école. Moi, je pense que la décentralisation qui nous vient là devra aller toujours de l'avant. C'est un bon, mais les chefs auront beaucoup de responsabilités. Il faut refaire d'abord l'éthique, parce que l'éthique a disparu dans nos sociétés. Un peu, on verrait plus le libertinage. Il faut inciter, il faut contenir la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse, il faut assister la jeunesse, il faut entretenir les jeunes. Que ce soit dans le développement des projets au niveau des régions, dans l'encadrement des populations et autres. Donc nous entendons à partir des élections, en tant qu'électeurs, faire entendre notre voix. Et puis maintenant aussi, à travers les candidatures, comment est-ce qu'on doit s'organiser pour que, au niveau de l'arrondissement, qu'on puisse avoir un candidat qui puisse nous représenter à cette instance. En tant que gardien de la tradition, conservateur du bien-être social, le maintien de l'ordre dans leur chefferie, ces auxiliaires d'administration, comme nous l'avons constaté, auront plus que quiconque les clés du succès de ce processus. Et cela doit se faire sans parti pris. Le gardien de la population, le gardien des institutions, le gardien de la tradition. Douala, les leaders associatifs et politiques, objectif, mettre en place une plateforme de concertation qui vise à mettre en exergue les activités de développement, mais surtout l'amélioration du cadre de vie des populations de la ville de Douala. Frédéric Motomé. La non-participation des citoyens aux affaires de la cité est plus que jamais un problème criard au Cameroun. Nous faisons un travail de proximité, c'est-à-dire un travail auprès des populations qui nous permet d'identifier des défaillances. Et quand on observe la société camerounaise, on peut de façon invasive voir qu'il y a un problème de participation. Il y a comme un isolement, n'est-ce pas, de la part de chaque Camerounais qui travaille dans son coin sans toutefois se rassurer de comment vivre. Donc il apparaît clairement la nécessité de renforcer les gens sur ces questions essentielles. Parce que la citoyenneté a pour valeur fondamentale
et la solidarité. À en croire les acteurs de la société civile, la faute est au gouvernement de la République qui ne ménage pas des cadres de concertation et d'échange avec les populations. C'est fort de ce postulat que la société civile s'est réunie à Douala. Parce qu'on souhaiterait que désormais, il y ait un cadre de concertation multi-acteurs permettant ainsi à la société civile et les membres du gouvernement à se mettre autour d'une table pour essayer de travailler sur les questions liées à la démocratie. Il est davantage question à travers cette rencontre de la capitale économique du Cameroun, Douala, pour la société civile et les pouvoirs publics de se donner la main pour une société où les avis des uns et des autres comptent. C'est pour améliorer les échanges entre l'administration et les populations. Donc, restituer ce qui a été dit ici aux populations est une très bonne chose. C'est un objectif visé. Il faudrait que les citoyens comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Occasion également pour les membres de la société civile camerounaise de reconnaître leurs manquements et de s'investir davantage à critiquer, mais en plus à apporter une plus-value à la vision des pouvoirs publics. Quand on parle de citoyenneté, on parle de solidarité, c'est-à-dire notre capacité à nous mettre en corrélation avec les autres personnes, en corrélation avec notre milieu de vie, en corrélation avec nos institutions. C'est ça la citoyenneté. Donc c'est une valeur forte, n'est-ce pas, qui repose sur la solidarité. Et si nous avons une société solidaire, ben, on a une société de développement, on a une société de participation, on a une société, j'allais dire, de paix. Donc la citoyenneté, c'est la base de toute une société. Quand les gens n'ont pas compris qu'ils doivent s'approprier leur milieu de vie, qui doivent se mettre en interconnexion avec les autres populations pour agir ensemble, eh bien, il est difficile de construire durablement. D'où une forte implication également des populations à la base. Et sur le terrain, c'est de veiller à ce que ma communauté, chaque citoyen camerounais qui est autour de moi puisse aussi connaître à son tour ces questions relatives à la démocratie, à la citoyenneté, pour mieux défendre ses droits et connaître déjà ce que c'est qu'un citoyen, comment défendre ses droits, mais aussi connaître ses devoirs. En somme, il est question pour la société civile camerounaise et les pouvoirs publics de regarder dans la même direction. Objectif, amener le grand nombre à s'intéresser aux affaires et à la gestion de la cité. Et en politique, la maison du parti de la ville de Bertois, du RDPC, désormais réouverte. Sa fermeture a eu lieu en raison d'un état de délabrement très avancé. Grâce à l'implication des fils et filles de la ville d'Abomban, on a procédé il y a quelques jours à la réouverture officielle de cette maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ses différents militants. Et c'est le ministre Jean Kueté, secrétaire général du RDPC, qui a procédé à la réouverture officielle de cette maison du parti. Les précisions de Jean Jamayena et Babissi Yelem. La maison du parti du RDPC de la ville de Bertois, de nouveau opérationnelle, fermée aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en raison de son état de délabrement avancé. La permanence du parti au pouvoir vient d'être remise en service. C'était au cours d'une grande cérémonie aux allures d'un meeting politique présidé par le ministre Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC. C'est un passage à vide de près de 3 ans où le parti du rassemblement cherchait même un abri pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire ses manifestations. Mais aujourd'hui, avec la rénovation de cette permanence, je crois que c'est d'abord un exemple pour toute notre élite, pour toute notre jeunesse et pour tous les militants. Pour tous les militants. Donc pour nous, chefs traditionnels, c'est une fierté. Parce que vous pouvez bien le savoir, les chefs traditionnels soutiennent et soutiendront toujours le pouvoir d'abord, la légalité, la probité et le développement, la paix, en un seul mot. Parce que sans la paix,
rien de prospère, rien ne peut se faire dans le cadre du développement. La cérémonie de ce jour, sise à la place des fêtes d'Abamban, dans la région de l'Est, était aussi l'occasion idoine pour les fils et filles natifs de la localité de taire les querelles et autres guerres intestines, notamment les élites. Joseph Lee, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, et son frère, Ange Michel Languen, ancien ministre, d'enterrer la hache de guerre. Nous avons pu également voir une union des cœurs entre les élites du Ognon. Vous avez vu qu'ils étaient tous ensemble, soudés comme un seul homme autour du ministre Joseph Lee. Je pense que l'image qui en ressort est très belle. Elle est noble et je pense qu'il faut dire vraiment un coup de chapeau. C'est par la signature du livre d'or et la réouverture du centre IAI, baptisé Chantal Biya, que la cérémonie s'est achevée. Est-ce qu'on peut applaudir de temps en temps? Et en religion, un nouveau temple pour les fidèles chrétiens de l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Beul, Béthanie, dans le département du Ognon, région de l'Est Cameroun. Les serviteurs de Dieu ont du mal à prêcher l'évangile dans l'ancienne paroisse qui croupit sur le poids de l'âge. Jean Jamayena et Babizleyem. Construite vers les années 1950, la paroisse Mbeul, Béthanie, du consistoire Kolvolan, de l'église presbytérienne camerounaise, croupie sur le poids de l'âge, au-delà de l'état de délabrement avancé, dans lequel est plongée la maison du Seigneur. Ce temple, qui date de l'époque coloniale, n'arrive plus à contenir les fidèles chrétiens de l'EPC de Mbeul. Ce village, niché dans l'arrondissement d'Angossas, département du Ognon, dans la région de l'Est Cameroun. L'ancien temple, c'est un temple bâti par nos ancêtres, nos grands-parents. Et à ce niveau, ce temple est très petit. Alors le pasteur présent veut bâtir un temple futuriste du secteur Mboise. Alors ce temple, c'est un temple qui va représenter, qui va porter une certaine quantité de personnes. Ça veut dire c'est un grand temple qui va rivaliser, qui sera capable de porter tout le secteur. Et on a nommé ce temple futuriste. Et c'est compte tenu non seulement de l'état des lieux de la bâtisse, mais aussi de son étroitesse, que le nouveau berger de la paroisse Mbeul, Béthanie, à peine installé dans ses fonctions de modérateur, a entrepris les travaux de construction d'un nouveau temple du Seigneur, à même de contenir un nombre important des ouailles. Le président national, M. Salomon Francis, avait déjà décalé la quête de construction. En son temps, elle aura lieu. Et je pense qu'avec les dés que nous avons envoyés, la cagnotte est déjà en train de monter afin que d'ici 1-2 semaines, nous commencions avec l'élévation des murs. Ce temple qui a fait son temps, qui a été construit depuis plus de 70 ans aujourd'hui, ne pouvait plus contenir, n'est-ce pas, les fidèles. Question pour lui même d'initier ce temple futuriste qui est en construction, que vous voyez derrière nous là-bas. Alors, avec la force de l'élite extérieure et intérieure, plus la session constituée du passé des anciennes églises, nous sommes en train de faire quelque chose pour pousser ces travaux afin que, dans un bref délai, que ce temple puisse être accessible. L'ancien temple, là, c'est... On avait un problème là que c'était petit parce que nous sommes nombreux là chez nous. Quand on part à l'église comme ça, on était serrés. Mais le cœur qu'on venait de commencer là, avec notre pasteur là, moi je ne sais pas ce qu'il doit dire parce que c'est vaste, ça serait aussi beau et nous sommes contents de ça. Et ça va finir au nom de Jésus-Christ. C'est donc le vœu que caressent ces nombreux fidèles chrétiens de la paroisse Mbeul Béthanie du consistoire Kolvolan pour accueillir de grandes cérémonies
à l'instar de cette consécration à la charge d'anciennes d'église de Agneng et Tondi Catherine, épouse Mébouane, et le baptême de ses enfants, amis de Jésus. Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, mon fils ne pleure pas, car tu es un enfant béni de Dieu. Paris et en des manifestations enregistrées, le obligatoire manifestation d'une musicale. Ils veulent être libres de ne pas porter ce masque. Ces manifestants, plus de 200 réunis à Paris, ne sont pas convaincus par son utilité, faute de preuves scientifiques. Je pense que ce n'est pas efficace. D'abord parce qu'on les manipule trop, d'abord parce qu'on ne les change pas assez. Il y a des lois qui sont injustes, il y a des décrets qui sont illégaux. Parmi eux également, des anti-vaccins et des manifestants défiants vis-à-vis des institutions, parfois même complotistes. Je me bats pour la liberté car là, nous rentrons dans une forme d'oppression. Et j'ai peur que nous glissions vers une dictature. Maintenant le masque et après ce sera quoi ? Pourquoi continuer cette peur artificielle, sinon pour des raisons politiques? Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de raison sanitaire. Donc l'autre idée, c'est la muselière politique. Rassemblement également à Zurich en Suisse, ou encore à Londres, où plus de 1000 anti-masques étaient réunis. Mais c'est à Berlin que la mobilisation a été la plus massive. Je prends le virus très au sérieux, mais j'ai aussi vu les chiffres et je sais que le pic est passé depuis longtemps et qu'il n'y a plus vraiment de danger grave, surtout pas à l'air libre. Sceptique quant à la reprise de l'épidémie, partout en Europe, ces manifestants n'ont pas respecté les gestes barrières. À Paris, le rassemblement a été dissous par la police en fin d'après-midi. 123 contraventions ont été dressées pour non-port du masque. Ce fut une première prise de contact plutôt compliquée. Samedi matin, une importante rencontre prévue à Bamako a d'abord été annulée à la dernière minute. Elle devait réunir les militaires et plusieurs organisations politiques et civiles, y compris d'anciens groupes rebelles. Mais le M5, le mouvement d'opposition du 5 juin, qui a mené la contestation contre le président Keïta, en était initialement exclu. De quoi provoquer la colère de ses leaders, qui ont accusé la junte de confisquer la transition. Dans la soirée, une rencontre a finalement eu lieu en petit comité, mais à Kati, la base militaire à l'origine du coup d'État. Des tensions palpables donc, mais jugées compréhensibles par l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui appelle à la patience. On peut le comprendre, nous sommes dans une période difficile, dans une période où il y a beaucoup de pression pour la participation, comme ce n'est pas organisé sur la base de représentativité, puisque nous sommes dans une période d'exception. On comprend, il faut être patient. 11 jours après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et face aux pressions régionales et internationales, la junte, qui se fait appeler Comité national pour le salut du peuple, a promis de rendre les clés du pouvoir aux civils au terme d'une période non fixée. Vendredi, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a remis la pression sur les militaires, réclamant un retour du pouvoir civil dans les 12 mois, condition d'une levée des sanctions. De son côté, l'imam Mahmoud Diko, figure centrale du mouvement de contestation avant la prise de pouvoir de la junte et soutien des putschistes, a mis en garde les militaires, les pressant de tenir la promesse du changement et refusant de leur donner, selon son expression, un chèque en blanc. Rendez-vous avec les différentes éditions de journaux ce lundi à 8h dans le cadre de la matinale sur LTM. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal en langue anglaise présenté par Belle Bienandité. Et à 19h45, le grand format de l'édition de la rédaction présenté par Marie-Parc Toulouse. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end sur nos programmes qui se poursuivent. Et bon début de semaine à tous. Au revoir.